Le golfe du Morbihan et la presqu'île de Quiberon en Bretagne constituent une des plus belles régions de France. Un lieu d'exception où chaque été on se retrouve pour des vacances en famille. L'une des plus belles baies du monde est aussi attachante par sa géographie que par son environnement et son histoire. Ici, des gens travaillent toute l'année. Leur vie ne s'arrête pas après le départ des touristes. De l'hiver à l'été, paludiers, pêcheurs ou rêveurs, tous continuent de protéger et de faire vivre cette région aussi généreuse que fragile. Par une lumineuse journée d'hiver, nous sommes allés à la rencontre d'un passionné de la mer et des bateaux, Daniel Gilles. Il est né à Vannes et c'est dans le golfe qu'il a décidé de s'installer. J'ai eu la chance, parce que j'ai beaucoup navigué, d'aller un peu partout. Et des plans d'eau comme le golfe, c'est rarissime, quoi. Ce golfe qui est vraiment une entité qui se referme sur elle-même, où il y a des gens qui vivent toute l'année, où il y a des îles, où il y a des ostréiculteurs, il y a des menhirs, il y a du tourisme, il y a une foule de choses. C'est vraiment une baie superbe, quoi, dans laquelle on retrouve une activité très foisonnante, quoi. Daniel Gilles a été pendant 15 ans le coéquipier d'Éric Tabarly. C'est pourtant dans la petite mer, Morbihan en breton, que l'enfant a appris à aller sur l'eau. Quand j'allais chez le coiffeur, quand j'étais petit, on allait à Vannes par la mer, souvent à la voile. Et petit à petit, à l'âge de 20 ans, je me suis dit, c'est évident qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est faire un métier qui touche à l'eau, au bateau, et je suis devenu de plus en plus spécialisé dans le domaine de la plaisance. Il y a des paliers de navigation dans ce golfe. On apprend en bas de chez soi. On a le droit, moi quand j'étais gosse, on avait le droit entre deux cales, et puis on a dépassé les deux cales, et puis après on a été dans la baie de Cardolan, devant, là. Et après on est sorti du golfe, là on s'est retrouvé dans la baie de Quiberon. Après on dépasse la baie de Quiberon, on va au-delà de Belle-Île, et puis ceux qui continuent comme moi, on va en Atlantique, on fait le tour du monde. Mais le golfe, c'est une pépinière extraordinaire d'apprentissage, et c'est une école phénoménale de navigation à voile. C'est donc ici, tout naturellement, que naît en 1997 le club des plus belles baies du monde. Sa philosophie, quelle que soit la mer ou l'océan qui l'entoure, une baie est toujours un lieu où les hommes et la nature ne font qu'un. En fait, les baies, c'est le lieu de pénétration de la mer et de la terre. C'est le lieu qui a donné naissance à la vie. Et c'est aussi, les premières implantations humaines se sont toujours faites dans les baies, hein, notamment les grands découvreurs. Mais ici aussi, on peut supposer que les implantations mégalithiques sur Carnac ne sont pas le fruit du hasard. Elles ont été décidées parce que ça correspond à des sites tout à fait essentiels, particuliers, à des dispositions spéciales. Et c'est dans ces baies que les civilisations ont commencé, que ce soit les baies en Grèce ou ici. Donc l'implantation de la vie commence là. Le golfe du Morbihan et la baie de Quiberon ont une longue histoire. Il y a 8000 ans, sous l'effet de la fonte des glaces et de l'élévation de la température, les hommes du néolithique ont vu la mer envahir leur cadre de vie. Pour comprendre l'évolution de ces paysages, il faut savoir remonter le temps sur plusieurs centaines de millions d'années. David Meunier en a fait son métier. Au bout de la presqu'île de Rhuys, il nous raconte une histoire surprenante. Ce soubassement, il a à peu près 350-380 millions d'années. Et cette roche qui se présente sous la forme de plateau est aujourd'hui entaillée, découpée par la mer. Et ces environnements ici, très ponctuels, ne semblent même pas liés avec des choses qu'on peut voir sur Terre. Et c'est tout simplement ces galets, plus ou moins roulés, avec des fractions plus anguleuses qui évoluent vers des sables ou des argiles. C'est une ancienne rivière. Et l'ensemble est scellé par une petite couche de sédiments qui peut parfois faire 50 cm, faire 1 mètre, qui porte le nom de l'Eus. Et qui sont des secteurs où finalement l'agriculture va être facile. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les hommes du néolithique vont s'installer dans des régions où la couverture lossique est notable. Ça veut dire qu'il y a une histoire qui s'est passée.
Il y avait donc une vie avant la mer. Ici, des chasseurs ont parcouru des forêts, des vallées, des sommets. Ils ont laissé derrière eux la plus grande concentration de pierres levées en France. Ces dolmens, ces cairns ont été érigés autour du golfe pendant tout le néolithique. Sur la petite île de Gavrinis, autrefois une colline, le tumulus décoré est un haut lieu de la préhistoire. Ces paysages qu'on voit qui sont aujourd'hui noyés par la mer étaient un paysage dominé par les prairies, par les marécages, où éventuellement venait fouler la faune de l'époque. Le littoral bouge et toute cette histoire qu'on peut voir a aussi énormément changé au cours du temps. L'impact du climat, alors l'impact du climat et les hommes dans tout ça. Et bien, si on repense à un littoral qui est situé au-delà de Belle-Île, on s'imagine bien que les hommes du néolithique et les femmes pouvaient finalement communiquer entre le sud du Morbihan et la Loire-Atlantique en traversant des paysages qui étaient purement continentaux et pouvaient regagner des régions géographiques qui finalement s'étendaient jusqu'aux régions de la Gironde ou de la Vendée. Cette complexité géographique a obligé les hommes à s'adapter à des conditions de vie difficiles et parfois insolites. L'île de Tascon est isolée du continent à marée haute. Christian Leménac en cultive l'unique ferme. Sans l'horaire des marées, c'est vrai qu'on est un peu perdu. Et on est habitué à vivre avec les horaires des marées, avec la marée basse et la marée haute. Et la météo qui joue un rôle, qui a son rôle aussi. S'il y a une tempête, les écarts de marée basse diminuent. Alors tous les 2 jours, je passe le lait donc, de l'autre côté. C'est-à-dire que quand le laitier peut venir le matin à 7h, donc il vient. Et quand il ne vient pas, donc je le passe la nuit de l'autre côté. C'est un petit peu une contrainte supplémentaire. L'hiver, on n'est pas grand monde sur l'île, donc on n'a pas la même vie au fait. C'est vrai que c'est un peu calme. C'est pour ça que des fois, quand le printemps arrive, quand les gens arrivent en les premières vacances, ça fait du bien de voir que ça rebouge un petit peu. À quelques centaines de mètres de Tascon, les marais salants de l'année sont situés les plus au nord de toute l'Europe. Ils ont été réhabilités après un siècle d'abandon et nécessitent un entretien constant, même en plein hiver. Si j'entretiens pas, que j'enlève pas cette vase qui s'accumule, le milieu s'envase et bientôt je pourrai plus prendre d'eau. Je pense qu'il y a plusieurs centaines de mètres cubes, plusieurs centaines de tonnes à enlever. Et puis quand j'ai fini de curer cette vasière, ce qui va nécessiter 3 mois peut-être, eh ben il faudra que je passe aux autres bassins. L'hiver, c'est vrai qu'en soirée, on a l'impression que le marais est un petit peu mort, c'est un petit peu fade. C'est vrai que quelquefois, être seul, tout seul dans son marais, accompagné toujours des oiseaux, ça c'est un grand plaisir. Cette arrivée en masse d'oiseaux qui viennent nicher sur mon lieu de travail, c'est cela qui est ma plus grande récolte en fait. Tous les habitants du Golfe sont bien décidés à protéger cet environnement fragile. Ces ostréiculteurs ont même donné leur ponton aux écologistes pour accueillir les nichés de sternes, ces oiseaux migrateurs qui reviennent d'Afrique au printemps. Celle-là est bonne à foutre en l'air. Celle-là, ça va à peu près. On l'a mis à la disposition des sternes, puisque les sternes se faisaient de plus en plus rares et les vieux pontons en bois aussi. Alors comme j'ai connu ça pendant toute ma jeunesse, je me suis mis un petit peu au service des sternes pour ma retraite, quoi. C'est bien, c'est des partenariats un peu qu'on n'attendait pas au départ et pourtant on avait fait un article qui s'intitulait « Quand les ostréiculteurs volent au secours des sternes ». Autrefois, au moment où elles avaient niché, on avait un besoin absolu de ces pontons, si bien qu'on cassait les nichés nous-mêmes, tandis qu'on va essayer de rattraper la casse qu'on a faite un petit peu.
Donc ça permet de petit à petit là, de complètement renforcer les effectifs qui étaient en chute. Et là, sur le golf, on est en train de réatteindre le stade qu'on avait il y a 10 ans, et donc c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne chose. L'île aux Moines n'est qu'à quelques minutes du continent. C'est la plus grande île du Golfe, la plus fréquentée aussi pendant l'été. Les autres mois de l'année, elle vit à un rythme ralenti. Et pour le passeur de l'île aux Moines, la basse saison semble parfois bien longue. On a transport marchandises à l'année, on ravitaille le continent vers l'île aux Moines en transport marchandises du lundi au vendredi. Et le service régulier, le bateau que vous voyez là, c'est le petit bateau d'hiver. Bon, parce que on n'a pas grand monde à passer d'hiver, hein. C'est que des gens de l'île ou quelques personnes qui viennent travailler du continent île aux Moines. C'est 2 personnes, 3, 4, 5, 6 personnes. Le week-end, quand il fait beau, on en voit un petit peu plus de monde. Et bien sûr, on attend avec impatience les vacances. Dans une petite anse, le chantier du GIP construit et entretient les plus beaux bateaux en bois de la région. 18 charpentiers de marine y travaillent. Ils perpétuent par leur savoir-faire un patrimoine précieux du Golfe. L'activité du chantier du GIP, c'est pas neutre. Au départ, il y a 25 ans, nous travaillions pour les professionnels de la mer. Bon, la mer s'est appauvrie, il y a des techniques de construction différentes. Aujourd'hui, 80% de notre activité est liée au tourisme, à la plaisance. C'est aussi un aspect économique important pour l'île aux Moines. Pour tous ces partenaires, cette richesse de tous ces gens qui viennent, ils nous permettent de vivre aussi à l'année. Ce qui est très sympa, c'est que dans tous ces bateaux, c'est un peu toute l'histoire de la navigation qui est devant vous. Il y a à la fois des bateaux de travail, on voit ces coques noires devant là-bas, avec un misonnier bigoudin, avec un goémonier, et puis on voit ces bateaux de plaisance, alors des plans d'architectes français. Chaque bateau est une histoire, il raconte l'histoire d'une navigation à une période, et puis c'est une histoire de passion chaque fois entre les propriétaires, leurs bateaux, et puis un peu le chantier. Voilà, l'endroit de rêve, notre endroit privilégié. Hein, on est obligé de tirer son chapeau devant ça. Hein? Tu te rends compte? La veine qu'on a. Regarde le clocher de l'Ilias, il est beau aujourd'hui. Hein? Allez, viens, on va se farcir cet escalier qu'on a monté très vite, maintenant qu'on monte très lentement. Le maire et le vieux loup de mer. Le maire, Jean Pressard, se bat depuis son élection pour que l'île garde sa beauté et son authenticité. Yvan Le Pluhart, un ancien de la marine marchande, a pris sa retraite dans ce village qu'il a vu naître. Bonjour, mademoiselle. Et quand ils se retrouvent, c'est pour évoquer la mémoire de leur île. Les Guilvic ont habité là? Non, Madame Danette. On est parents tous ici. Hein. C'est toutes ces histoires qu'on a magasinées. Alors, c'est resté enfoui dans notre mémoire pendant 40 ans. Et puis d'un seul coup, ça revient. Et donc, la tradition orale existe bien. Hein. Oui. Et tout ce qu'on sait sur l'île aux Moines, c'est parce qu'on l'a entendu. On l'a entendu dans les moments où on faisait les veillées funéraires. À l'île aux Moines, quand il y avait un mort, on allait veiller on allait veiller jusqu'à minuit. Et je me suis aperçu que dans toutes les îles, il y a, ma femme est dédique, mais il y a une insularité indéfinissable. Un insulaire n'est pas pareil. On est né pour protéger la nature. C'est-à-dire qu'on allait à la pêche avec nos grands-parents, on allait chercher des ormeaux, par exemple, je me rappelle de ça. Oui. On retournait la pierre, on prenait l'ormeau et on la remettait exactement à sa place. La mer, c'était notre nourriture, quoi. Ouais. Donc on la respectait. Moi, j'ai connu les gens vivaient pratiquement en autarcie à l'île aux Moines. Chaque famille avait, un pêcheur avait sa vache et son cochon. Ils vivaient, il fallait aller sur le continent pour besoin, pour les papiers ou autrement, ils vivaient à l'île aux Moines. Puis il y avait des petits commerces à l'île aux Moines, des petites épiceries, des petits bistrots. Enfin, c'était une convivialité entre les gens de l'île.
Et ça a évolué en 40 ans, c'est incroyable comme ça a changé. Le ciel, le soleil et la mer. C'est l'été dans l'île aux Moines. En quelques jours, sa population passe de moins de 600 habitants à plus de 10 000 résidents. Les autochtones vont devoir partager, une fois de plus, leur coin de terre avec les nouveaux venus, un peu envahissants. Pourtant, cette année encore, les Îloises remettent leurs coiffes et défilent dans le village, pour perpétuer la tradition et peut-être aussi pour plaire aux touristes. Des costumes comme celui-ci, ça ne se trouve plus. Donc, malheureusement, nous sommes obligés de quémander à chaque fois qu'il faut s'habiller. Et c'est un petit peu dommage, quand même. Maintenant, quand ces dames s'habillent, je dis qu'elles sont déguisées et non pas habillées. Voilà. C'est presque pour moi, une insulte. Non, mais c'est la différence que je fais. Parce que vous n'avez pas l'habitude de le porter tout le temps. Ah, c'est vrai. Hein, voilà la différence que je fais. C'est tout. Mais on est encore moins déguisés, si j'ose dire, que certaines du Chantil qui arrivent et qui mettent n'importe quoi. Que les gens qui viennent en vacances, qui portent des costumes, qui veulent dire qu'elles sont de l'île aux Moines et puis... qui galvaudent un petit peu le costume. Oui, c'est même pas beau du tout. Parce que j'ai même connu une, un jour, son bonnet ne tenait pas, elle avait pris les lacets qu'il y avait, elle les avait attachés autour de ses oreilles pour pas que sa coiffe s'envole. Alors des trucs comme ça, hein. C'est pas de chez nous. Pas vraiment. C'est pas de chez nous. J'ai connu ça gamin, j'ai connu encore des gens qui venaient à la procession de la fête Dieu en tenue breton, mais pas un costume breton. Et j'ai connu même un des paysans de l'île aux Moines, le père de Lanette, qui venait porter le dé le jour de la fête Dieu. Et il était admis parce qu'il y avait la capitale de Loncourt à l'époque, les grands navigateurs qui avaient le droit de porter le dé. Et lui, il venait avec son chapeau breton. Et il faisait partie pas du folklore, mais de la vie de l'île. Krezik, une des 46 îles du Golfe, qui n'en compte pas 365 comme le prétend la légende. On va croiser un synagogue. Une petite île et beaucoup de charme. Ces 3,5 hectares appartiennent à la même famille depuis des siècles. Et Bernard Pallard a de bonnes raisons de préserver jalousement son domaine privé. Du goût. Tu veux un thé ? Oui, s'il te plaît. C'est une maison de travail. Elle a été conçue très probablement pour travailler ici dans l'île. Et nous, finalement, on ne change pas l'utilisation, puisque l'île est une réserve ornithologique depuis longtemps. Et l'île nécessite des interventions humaines pour limiter l'embroussaillement, et puis pour ouvrir des espaces, et puis observer la biodiversité au sens le plus large du mot. C'est une vieille histoire de famille, il faut remonter au-delà de mes parents, et bien sûr, et de ma grand-mère. On peut parler de mon arrière-grand-mère qui s'appelait Eulalie Lucot. Eulalie Lucot, elle-même possédait donc l'île, et elle-même la tenait non pas de son père, mais de son grand-père. On est sous Louis XV ou Louis XVI, Louis XV, et même peut-être avant encore. Thomas Lucot, c'est un maître de barque, c'était donc aussi des navigateurs, et c'est aussi des gens qui ont imprégné, semble-t-il, la vie de l'île aux Moines en ces temps anciens. Mais pour revenir au temps moderne, j'en suis tout simplement le descendant, et c'est comme ça que Krezik est donc dans notre famille depuis 5-6 générations. Et on est très fiers de retrouver cette histoire, d'essayer de la reconstituer, de comprendre, parce que je crois tout simplement que le passé est la clé du présent. Ce qui nous attache à ce lieu, c'est la nature. Le fait qu'il y ait cette longue histoire familiale et cette histoire un peu riche et rude rend le lieu encore plus riche pour nous, plus vibrant.
On a vécu souvent avec très peu de choses, mais avec beaucoup de bonheur. C'était une façon de s'imprégner du site. L'hiver, quand nous venons ici, nous nous couchons très tôt, donc nous n'avons pas besoin de lumière. Comme les poules à 6 h du soir, il faut dormir 8 parce heures, que 8 heures. il est arrivé que c'était 7 h du soir. Mais ça veut dire on suit les rythmes de la nuit et du jour, comme autrefois les gens qui travaillaient la terre finalement. Débroussaillé Crézic avec méthode et obstination, un travail de titan mais surtout une belle leçon d'écologie. Vous voyez toutes ces surfaces-là? Et tout le tombant de l'île est comme ça, là, et tout autour. Hein, et simplement, l'espace où on est, là, c'est facile, parce qu'on a l'impression que c'est facile, mais on l'a gagné et on va continuer à l'entretenir. Hein. Et il suffit d'ouvrir, ça s'appelle ouvrir l'espace. Hein. C'est une des choses utiles qu'on peut faire pour rendre les îles plus belles et la nature plus belle aussi. Cette grosse chaloupe à voile ocre, emblématique du Golfe, c'est le Sinago. Vers 1910, ces bateaux de pêche constituaient une flottille de près de 150 unités qui sillonnaient la petite mer. Dernier Sinago du pays de Séné, les trois frères a retrouvé une seconde jeunesse grâce à ces passionnés de vieux gréements. On va prendre la main d'or. Pousse, allez, pousse fort. Allez. Ces bateaux étaient typiquement faits pour la pêche dans le Golfe. Ce sont des bateaux qui sont très peu défendus, qui ne peuvent pas prendre la mer puisque c'est un plancher, c'est pas un pont. Donc toute l'eau qui rentre dans le bateau reste dans le bateau. Donc la houle n'est pas recommandée pour ce genre de gréement. Donc après la guerre, d'une part la ressource huîtrière s'est raréfiée, puisqu'avec les dragues ils ont massacré les fonds marins, si bien que les bateaux étaient obligés de sortir en baie de Quiberon pour aller pêcher. Et est apparue à ce moment-là la motorisation, et si bien que ça a été la mort de ce genre de bateau. Et c'est vraiment un mode de navigation à part. Hein. Et sur le plan d'eau du Golfe, c'est un bateau qui passe très très bien. Il est loin le temps où les Sinagos raclaient à la traîne les huîtres sauvages. Aujourd'hui, l'ostréiculture du Golfe, c'est 125 entreprises et près de 500 emplois. Franck Jacob travaille l'huître en eau profonde. Ce matin, il sort dans la baie pour ensemencer une partie de sa concession avec des huîtres qu'il récoltera l'automne suivant. À marée haute, on peut sortir du port d'attache, du chantier en suivant une passe. Et donc là, on emprunte le chenal de sortie du Golfe. Hein. Vous avez l'île aux Moines sur la gauche et Port-Blanc sur la droite. Et on a 1h30 de route pour rejoindre le site en baie de Quiberon. Donc on croise entre les mouillages et des bateaux de plaisance qui sont tous occupés en été. Et en ce moment, on peut passer au travers parce que les bateaux sont en hivernage. Les ostréiculteurs, ces agriculteurs de la mer, revendiquent leur ancienneté dans la mise en valeur des eaux du Golfe. Depuis Napoléon III, année après année, ils élèvent des jeunes huîtres. C'est ici que l'histoire de l'ostréiculture a commencé, dans les années 1860-1870. C'est-à-dire qu'on a mis des collecteurs à l'eau pour essayer de récolter le naissin qui se baladait, les larves qui se baladaient dans l'eau. 1880, on voit très bien les pourtours des parcs. L'emprise sur le domaine public est pratiquement la même qu'à l'heure actuelle. Cet élevage est de plus en plus pratiqué sur table, comme dans les parcs de Quéranlais, chez François Cadoré. C'est un travail spécifique maintenant d'à peu près tout le monde. Pour élever des creuses, c'est en poche, à peu près partout. Alors tout ça en poche ici, pour faire un premier élevage, disons, avant d'être semé en eau profonde. La barge de Franck Jacob est arrivée en baie de Quiberon. En basse saison, tout est simple. Moins de bateaux, moins de circulation et donc moins de stress. La saison d'hiver, c'est vraiment la saison des professionnels de la mer dans le golfe du Morbihan. On vit vraiment au rythme des marées. D'ailleurs, la plupart des bateaux qui sont là sont
Ce sont des bateaux qui ne sont pas obsédés par la vitesse, chacun va qu'à ses occupations et la vie est beaucoup plus paisible. Le golfe du Morbihan, c'est aussi Vannes, 60 000 habitants et un centre-ville médiéval. Stéphane Laureau, architecte d'intérieur, y a installé son agence. Valider le schéma de principe. Donc là, on n'a pas de retouche. On a uniquement maintenant les plans de détail réalisés. Bon, moi je vais être obligé de vous laisser parce que sinon je vais louper le bateau de l'île d'Ar qui est à 11h moins 20. Hiver comme été, il n'a qu'une hâte, quitter la ville pour sa maison de l'île d'Ar. Après 20 minutes de bateau, il peut s'adonner à sa passion, le dessin. La lumière est très différente l'hiver de l'été. On a cette lumière presque intérieure des choses qui ressort, celle qui a été cachée tout l'été parce que le soleil nous a un peu agressés. Et là, on a cette lumière qui rejaillit par la température de la Terre qui a gardé cette chaleur justement de l'été et qui la rediffuse. Et je pense que pour un peintre, c'est ça le vrai bonheur. L'île d'Ar occupe le milieu du golfe. 200 000 visiteurs l'été, à peine 250 habitants l'hiver. C'est le silence qui se remarque le plus. Les volets roulants, tous descendus. Je serais quitte d'ouvrir la boîte. Oui, merci. Voilà, les bonnes journées. De l'herbe ancienne dans les bacs à fleurs, sur les balcons. On doit être hors saison. On est plus près des gens l'hiver que l'été, parce que l'été, on n'a pas trop le temps de discuter, tandis que l'hiver, on reste papoter un petit peu avec tous les gens du pays, quoi. Jean Bulot est une grande figure de la mer. Commandant de l'Abeille Flandre, il a sauvé bien des navires en perdition avant d'écrire de jolies pages sur son île solitaire. Le petit village de Pedro, ici où je suis né, moi, c'est le petit village qui a gardé son identité. Vraiment, de toute l'île, c'est le plus beau petit village. Pas parce que j'y suis né, mais c'est parce que moi je trouve ça tout à fait typique, mignon. Ils ont gardé l'architecture de l'époque avec ces petites maisons de marins qu'on appelle ailleurs les maisons de pêcheurs, mais ici il n'y avait pas de pêcheurs, c'était que des marins. Et ici, autour de la fontaine, là, on était 40, 50 gamins après la guerre, on s'amusait partout. Il y avait une ferme ici, ils étaient déjà 12 dans la ferme, alors vous voyez, c'était plein de monde. C'était très vivant et on prenait tous les matins, on prenait la route pour aller au bourg. On faisait pratiquement 2 kilomètres, donc aller-retour le matin et on repartait l'après-midi, donc quel que soit le temps. Vent de bout, vent arrière. Tout ça, ça appartient à des résidences secondaires. Avant, c'était des familles de marins, des retraités de marins, des veuves de marins qui habitaient là. Et puis, bon, ça a été vendu au gré des héritages, etc. Donc, maintenant, c'est toute cette rangée, là, il n'y a personne. L'hiver, il n'y a pas un chat. Par contre, l'été, là, c'est plein. Il reste 1 maison, 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons qui sont habitées, pas plus. Voilà, malheureusement. Gwen travaille dans le tourisme. Dans quelques mois, elle emmènera les amoureux de la nature à la découverte des richesses du Golfe. Alors, pour eux, chaque hiver, elle en repère les coins les plus secrets. C'est quasiment du repérage permanent en fait.
C'est-à-dire que même en étant avec des groupes, je peux aller faire, je vois quelque chose, tac, je me dis tiens celui-là, il faut que je revienne, et il faut que je monte telle sortie, il faut que ça se passe un peu comme ça en fait. Mais je pense que les gens, ils aiment, ils ont envie de calme, ils ont envie de beau, ils ont envie de nature. Et il y a vraiment des endroits qu'on a au bord du golfe qui correspondent complètement à ce qu'ils recherchent. Drôle d'endroit pour une rencontre. Les nuits d'hiver, près de Noyalo, Frédéric Mingal attend la bonne heure. Pêcheur à pied, Fred scrute l'apparition de petites anguilles venues du bout de l'océan, les civelles, qu'on appelle aussi des pibales. Elles viennent de la mer des Sargasses, parce que les anguilles ne peuvent se reproduire que dans la mer des Sargasses. Donc tous les ans, elles redescendent des rivières et elles vont jusqu'à la mer des Sargasses. Alors, je ne sais pas combien de temps elles mettent pour arriver là-bas. Elles pondent là-bas et les civelles reviennent. Au départ, à l'état de larve, ça revient avec le Gulf Stream. Et après, à l'état de civelle. Et là, ça remonte dans les rivières. Ça essaye de remonter les cours d'eau douce pour aller vivre dans l'eau douce pendant une dizaine d'années. Ouais. 2 civelles. 4 civelles. Au même moment, sur l'estuaire de la Vilaine, une étrange flottille s'adonne à un dangereux balai. La pêche aux civelles toujours, mais sur une grande échelle. C'est une pêche qui est devenue traditionnelle depuis 30-40 ans maintenant. Tous les bateaux Sinago, tous les bateaux du Golfe viennent passer l'hiver ici. Et c'est vrai que c'est devenu une tradition incontournable. Voilà, on pêche. Et là, les fameuses civelles, vous voyez. Et ma foi, la pêche n'est pas si mal que ça. Pour un petit coup d'un quart d'heure. Alors ça, c'est de l'or blanc pour les pêcheurs? Ah bah oui, c'est de l'or blanc, ouais. Ça nous permet de passer l'hiver. Il y en a combien là, Thierry? Là, il y en a 200 grammes. Là, je vais les mettre dans le vivier. Et puis dans le camion vivant, et puis elles vont aller en vivante jusqu'en Chine, sans problème. Sans problème. Tout près de là, les rochers de Penlan abritent un havre de paix et de luxe. Un ensemble de manoirs du XVe siècle, devenu une hôtellerie. Le chef, Patrice Caillot, se lève très tôt. En 20 minutes, il arrive à Vannes, où il fait son marché avec gourmandise. C'était cueilli du matin, ça, hein? Ah, c'est superbe. Ouais. Ok, oui. Ok, merci. Ah, je prends une botte de petits oignons blancs, là. J'ai oublié, pardon. Ah, super. Écoutez, je suis très surpris parce qu'on est dans une période où il n'y a pas trop de légumes. Hein. Il a fait très froid dernièrement et là, je vois que tout correspond à ce que je souhaitais prendre. Quoi, hein. Vous voyez, c'est fraîchement coupé du matin. Qui plus est, avec cette petite rosée, c'est fabuleux. Quoi. Je vais prendre aussi de la pétonque. Un petit peu de pétonque. Combien ça va être le pétonque? Mettez 2 kilos de pétonque. 2 kilos. 2 kilos. Voilà. Regardez, des petites pétonques comme ça, c'est fabuleux. Hein. Alors une petite pétonque comme ça, bon, moi je suis pour la cuisine nature. Hein. C'est-à-dire que ça, on l'ouvre, on la rince un tout petit peu, et on met ça avec un petit beurre demi-sel, une pointe de fleur de sel, un petit coup de salamande, et puis voilà. Ça n'a même pas besoin de cuire, c'est succulent. Ne cherchons pas les complications. Quoi.
Puis le marché, ça a l'avantage de donner aussi des idées, d'imaginer un plat avec ce que l'on va trouver, quoi. Comme j'ai une trentaine de kilomètres pour rentrer jusqu'au domaine, dans la voiture, ça me permet de cogiter et de ce que je vais préparer pour le déjeuner, quoi. À la même heure, Fred Mingal rentre chez lui, à Plodren, dans l'arrière-pays, où il a acheté un petit corps de ferme. Oh, ça va pêcher un peu mieux cette nuit. Je vais les emmener à Saint-Nazaire. Le marailleur, lui, quand il en a assez, il envoie ça en Chine. C'est pour les élevages. Les Chinois les font pousser en anguilles et les revendent au Japon. 1 kilo de civelle fait à peu près une tonne d'anguilles. Ils ont des fermes immenses. Ça doit être aphrodisiaque comme tout ce qu'ils mangent, tout ce qu'ils achètent cher, je sais pas. Bon, bah, la nuit n'a pas été très rentable, donc là, mais ouais, on n'a pas eu de chance, il a fait froid là, juste les 3-4 derniers jours, sinon on a eu vraiment du temps doux, on a un hiver doux pour le moment. On croise les doigts, c'est bon pour les civelles. C'est vrai qu'au départ c'était une faune un peu bizarre qui était arrivée là, les gens avaient peur, et surtout les marins pêcheurs traditionnels, on va dire, nous prenaient vraiment pour des bandits, des bons à rien. Et donc maintenant on est bien intégré, on est quand même 200, c'est pas rien. Et on détruit pas, donc on est intégré dans le paysage, on nous empêchera pas de pêcher. Maintenant moi je fais 3 métiers, hein, civelle, coque, palourde. Et bon, sur l'année ça va, ça devrait aller normalement. Et puis le golfe, question tourisme, il est quand même assez protégé. Allez. La sauce Saint-Jacques. Pendant ce temps-là, dans les cuisines du domaine de Rochevilaine, c'est le coup de feu pour Patrice Caillot et sa brigade. Ça se dégager un petit peu. Le homard à couper, Anthony. Le homard, oui. Coupez-le tout de suite, coupez-le. On va le faire aussi au beurre de micelle, bien sûr. Voilà. Commencez à faire le turbo. Donc on a fait un petit plat avec un petit homard saisi au beurre de micelle. On a fait une petite crevette bouquet qu'on a acheté ce matin au marché. Et j'ai fait cet après-midi un petit bouillon avec les carapaces, tout ça. Juste un petit fumé. Voilà. Il n'y a pas d'œil, il n'y a rien. Et on va manger nos petites crevettes simplement. Avec un petit coup de poivre, voilà, du moulin, un peu de fleur de sel. Et napper l'homard. Voilà, quelques herbes décoratives et c'est tout, on reste comme ça. Posé sur une pointe rocheuse, ce lieu d'exception est un des plus beaux domaines hôteliers de toute la côte atlantique. Mais c'est aussi un lieu historique. Le lieu est plein d'histoire. Hein. Alors l'histoire est là depuis des siècles. Henri Drèche est un monsieur qui a passé les 20 dernières années de sa vie ici à réaliser cette sorte de chef-d'œuvre, de reconstituer un petit village breton dans cette pointe de Penlan, à Villiers. À propos des manoirs, il faut savoir qu'ils sont arrivés ici il y a seulement une quarantaine d'années. Ils sont bien sûr très anciens et authentiques. L'un est du XVe siècle, l'autre est du XVIe siècle. Et ils proviennent de la région, de l'intérieur de la Bretagne, puisque, comme chacun sait, nos ancêtres ne construisaient pas sur le bord de la mer. Tout cela est arrivé avec le tourisme, bien sûr. Dans le golfe du Morbihan, tout le monde connaît la Maison Rose, dont la couleur est un repère pour les bateaux qui rentrent. Chaque année, elle attend les beaux jours pour sortir de son sommeil. Elle est restée longtemps inoccupée, mais grâce à sa nouvelle propriétaire, elle a repris vie pour devenir un personnage de roman. C'est un personnage pour beaucoup de gens, puisque d'abord c'est une maison mystérieuse. Jusqu'à ce qu'on y arrive, c'était une maison fermée. Je pense qu'on l'a tout simplement réveillée. Elle nous attendait. Elle n'a pas eu énormément de propriétaires, elle en a eu 4. Elle a 149 ans, elle aura 150 ans l'année prochaine. On va la fêter d'ailleurs. Et quand on est arrivé, on a su que c'était la nôtre. Elle était en loc, on l'a refaite, on l'a aimée, elle a compris qu'on l'aimait. Et quand on en part, mon mari et moi, on n'est pas les seuls à l'éprouver comme ça, on pleure. Les enfants, tout le monde. Elle a une énergie, une bonté qui fait que c'est la maison des anges. C'est certainement la maison des anges. Les oiseaux migrateurs sont de retour. Là, la barge, c'est celle qui est au fond, là-bas. Là, on peut peut-être avoir les deux, là.
Dès le mois de mai, les colonies de sternes envahissent le ponton que les ostréiculteurs ont donné aux protecteurs de la faune. Les oiseaux sont arrivés dans la deuxième décade d'avril et là on devrait avoir toutes les pontes complètes. Moi j'y suis passé le 14 mai, il y avait déjà 24 couples qui étaient installés avec des œufs. Là vous allez voir, ça dure 2 minutes, de façon à minimiser le dérangement. L'endroit est vraiment situé dans une baie, ce qui fait qu'à marée basse le ponton est sur la vase et personne ne peut s'en approcher. Ce qu'il faut c'est longer le bateau et retrouver les pontes. Alors... on les prend comme ça, les 3 là, elles sont là. 3. Là, j'ai 3 ici. 3 ici. « 20 degrés à l'ombre, l'été pointe son nez dans le golfe. Les amoureux de la plaisance affluent comme Gérard d'Aboville, l'homme qui a traversé l'Atlantique puis le Pacifique à la rame. Son bateau, Lady Maud, est un magnifique voilier anglais, une des fiertés du Golfe. Lady Maud a été construit en Angleterre en 1907. J'ai racheté ce bateau et j'ai passé peut-être 10 ans à le restaurer pour lui redonner son éclat de sa jeunesse. C'est le plus vieux bateau du Golfe. Et puis, bien que Lady Maud ne soit pas née ici, ça fait quand même maintenant 30-35 ans qu'il est là. Donc, vous voyez, tous les bateaux qu'il y a dans cette rivière, quand je suis arrivé avec Lady Maud, il y en avait pratiquement une demi-douzaine et c'est tout. Statistiquement, il devrait faire beau, donc j'avais prévu de naviguer. On va aller à la rencontre d'une régate avec des copains qui régatent sur des guépards, qui sont des bateaux emblématiques dans le Golfe. Et puis voilà. Vous n'énervez pas trop sur la tactique, parce que si jamais on ne peut pas, on la jugera peut-être sous le pont du Bonneau. Pendant les vacances d'été, le chantier du GIP tourne au ralenti. Paul Bonnel peut donc prendre le départ de la première régate des guépards. Sous la pluie. Mais en Bretagne, on ne s'en émeut pas. C'est le microclimat du Golfe. Ça... Si vous regardez derrière vous, il y a bientôt du ciel bleu qui arrive déjà. Là, on a un parcours aujourd'hui qui est le départ d'Arado et arrivé donc dans le port du Bonneau, enfin après le port du Bonneau, et tout est libre. C'est ça qui est extraordinaire. Donc c'est chacun va essayer d'apprécier au mieux les coupes, les vents, les options. Et donc on va se retrouver comme ça sur une ligne de départ et puis hop, on se retrouve 3-4 heures après. C'est le bateau du Golfe qui va bien, quoi. On voit vraiment que là, tout à l'heure on va aller faire du rascaillou, ça va être vraiment la raison d'être du bateau, quoi. De passer partout, profiter au maximum de l'environnement. D'autres ne chôment pas pendant la saison estivale. Vers la pointe du Duer, près de 200 pêcheurs à pied ramassent dans des conditions difficiles des tonnes de palourdes sur un banc qui s'est développé là en 1990. Les nuits glacées à attendre les civelles ne sont plus qu'un souvenir. Pour Fred Mingal, l'été, c'est baignade 4 heures par jour et par tous les temps. Merdique! L'eau est sale. On peut pas voir les trous des palourdes. Alors maintenant, il y a 2 siphons là qui sortent. Elles sont dans la vase à peu près de ça. Et le siphon, elles mangent avec leur siphon. Elles avalent le plancton. Et nous, quand l'eau est claire, on voit les trous des siphons, donc on pioche que là où il y a des palourdes. Et quand l'eau est sale, on pioche n'importe où. On gratte quoi. Mais bon, on pêche bien quand même, hein. Je dois avoir une centaine de kilos à peu près. Maintenant, triage. Ça, c'est le plus chiant. Une heure plus tard, Fred et les autres pêcheurs vendent leurs produits sur des barges flottantes à même le site et au plus offrant. On compte, on marchande et on ne se fait aucun cadeau.
Ah ça y est, ouais, c'est vendu. Ouais. Je vois combien j'ai, 105 à peu près, je pense. Vu les conditions, ça va. Ça va, la journée est finie. Il reste 16 heures de boulot par semaine, c'est dur. On a des RTT. En quelques semaines, le golfe a changé. Les paysages n'ont plus la même couleur, le rythme de vie s'accélère pour tous les habitants. À Tascon, Christian Leménac est sorti de son isolement. C'est le début de l'été, donc ça commence à sécher un petit peu. Les touristes commencent à venir aussi. Tascon, c'est un cas unique parce que c'est une des dernières fermes du golfe du Morbihan. Et donc j'y tiens. Je fais tout pour maintenir cette île un peu vivante, malgré toute la forte urbanisation qu'il y a autour et la pression touristique. Ah bah oui. Mais comme papy disait de se dépêcher tout à l'heure, j'avais pas l'impression que mon Lélio il écoutait. S'il n'y a plus de ferme sur l'île, c'est vrai que ça poserait quelques problèmes. Même au niveau de l'entretien, de l'entretien des paysages, il n'y a pas de friche comme dans certains secteurs autour du golfe où il y a des communes où il n'y a pratiquement plus d'agriculteurs et ça va poser problème dans quelques années sur l'entretien du paysage. Ouais. Dans son marais salant, notre paludier Olivier Chenel fait ses comptes. Manque de soleil, la récolte de sel sera médiocre. Avril a été bon, mais depuis avril, tous les jours, il pleut. On ne va pas se réjouir, mais on a du stock de sel. C'est pas dramatique. Et en plus, comme j'aime souvent à dire, il y a d'autres trésors, il y a d'autres salaires lorsqu'on est dans la nature. Et si on est vraiment ouvert à cette nature, eh bien, il y a plein de choses merveilleuses à observer. Et également, j'ai une chance assez importante, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, de visiteurs sur ma saline. Il y a plein de gens merveilleux qui aiment cette nature. Après, ils ne savent pas toujours comment l'aborder, donc j'essaie d'être un petit peu cet intermédiaire. Parce que je vis dans ce marais en permanence, donc il y a des choses que je vois plus facilement. Et avec humilité quand même, j'essaie de montrer. Enfin, j'essaie. Depuis plusieurs semaines, Stéphane Laureau s'est installé dans l'île d'Ar avec sa famille. De son agence de vannes à sa maison, la traversée est la même, mais rien à voir avec l'hiver. Le soleil est au rendez-vous et d'habitude quand on prend le bateau on connaît à peu près toutes les têtes l'hiver et puis là on n'en connaît presque aucune. Ça change énormément. C'est un petit peu la chambre de décompression entre le continent et l'arrivée sur l'île. On se détend, l'ambiance va changer encore entre le continent et l'île. Le vrai problème d'être insulaire, c'est l'intégration. Nous, quand on vient du continent, quand les gens arrivent en bateau, quand ils posent un pied sur une cale, une île, c'est un endroit particulier, c'est pas un endroit comme ailleurs. On n'arrive pas en voiture, voilà, on se pose, ça y est, salut. Il y a une espèce de droit de passage, faut jouer le jeu pour les anciens, pour les futurs, qui s'appelle sans doute l'intégration. Vous êtes installé tout l'été dans l'île? Non, pas tout l'été, la moitié. Nous, on y est 2 mois. Mais tu repasses le bateau de temps en temps, non? Ah bah oui, parce qu'on travaille. Ouais. Ah, régulièrement. Au mois de juillet, Il y a un mois de continent. travail et un mois de repos. Attention, interdit. On a eu cette chance de trouver ce terrain, de s'y installer et puis d'y vivre. Et d'être amoureux de l'île. D'être amoureux de l'île, évidemment, et de l'endroit. Le fait de prendre le bateau, on est... Alors nous, c'est... Si on a vécu à Paris, etc., moi j'ai fait mes études à Paris, le plaisir, au bout de 20 minutes de bateau, c'est d'être au bout du monde, alors qu'on est à 20 minutes de la ville. Et alors, hiver ou été, qu'importe. Mais en matière de plaisir, c'est 2 plaisirs différents, mais qui sont aussi intenses l'un que l'autre. On a la chance de vivre dans une région qui comporte plusieurs saisons. L'île d'Ar fait partie de ce programme. On a aussi les saisons de pêche, on a les marées. Est-ce que la mer monte, est-ce que la mer descend? On vit avec ça.
Est-ce qu'on prend le bateau? Est-ce qu'on passe à la pointe sud ou à la pointe nord? Parce que ça se découvre plus ou moins. Ce sont plein de questions liées à la vie locale. Pour celui qui vient d'un peu plus loin, qui n'est pas habitué à tout ça, ça doit être encore plus dépaysant et encore plus agréable, je pense.